Bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons ce webinaire organisé conjointement par l'Adréal, Utobat et Envirobat Centre. Je remercie tous les participantes et participants. Donc, je suis Henri-Georges Boutor, je représente la direction d'Envirobat. Nous sommes un centre régional de ressources et d'échanges ayant pour thématique la construction durable et quelques autres points. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter notre site. Durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de réagir en posant des questions via le module de conversation. Pour que ce soit bien fluide, je demanderai à tout le monde de débrancher ses micros. Donc, ce webinaire sera aussi rediffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, ce webinaire est consacré au bois de seconde vie, solutions locales. Et donc, je vais laisser la parole à Aurore Simoneau et puis à Guillaume Poinet du Tobat qui fera l'essentiel de la présentation. Merci. Bon, c'est à toi, Donc, vas-y. ça marche. Bonjour à toutes et tous, donc Aurore Simoneau, je suis chargée de mission filière verte du bâtiment à la DREAL Centre et donc je travaille sur le développement, l'utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi dans le bâtiment. Et c'est à ce titre-là, voilà, qu'avec Envirobat, la DREAL co-organise ce webinaire. Ça fait suite également à la première matinée régionale qui avait eu lieu en décembre dernier sur le sujet du réemploi dans le bâtiment. Voilà, à la suite de cette matinée-là, il était apparu nécessaire de faire connaître les acteurs et les solutions disponibles en région, d'où cette série de webinaires. Donc, on vous a remis là un petit peu le planning du premier semestre et les prochaines dates à venir. Donc, on commence aujourd'hui avec le bois de seconde vie. En avril, un autre webinaire sur la question du mobilier, de l'équipement et de l'aménagement intérieur. En mai, on va parler du métier de déconstructeur et voir aussi comment c'est un acteur clé pour aider à la fois à mieux comprendre ce qui peut être réemployé dans le bâtiment, mais aussi trouver des exutoires. Et puis en juin, un focus plus spécifique sur le réemploi des sanitaires. Voilà, donc vous aurez les éléments. On vous remettra aussi, peut-être on peut faire ça dans la discussion, le lien vers la page du site internet d'Envirobat Centre qui permet de vous inscrire à ces webinaires. Si certains d'entre vous sont intéressés et ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas. On va avoir à peu près 40 à 45 minutes de présentation, donc par Guillaume Poney qui se présentera juste après. Et 20 minutes de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure via l'onglet conversation. On va les noter et comme ça nous permettra un petit peu de les poser en votre nom à la fin de la présentation. Eh ben, je passe la parole tout de suite à Guillaume pour la suite. Super. Merci beaucoup, Aurore. Guillaume Poinet, je suis tombé dans le chaudron de l'économie circulaire il y a quelques années maintenant, 2017, à l'époque Bathiri, une petite entité chez Suez, aujourd'hui chez Agir et également Utobat, une petite entité que j'ai créée qui me permet de tester un certain nombre de choses, avec ce rêve, cette promesse que je souhaiterais vous partager, celle d'une filière bois de seconde vie à structurer. Dans le cadre de mes activités, j'ai un certain nombre d'acteurs que je peux solliciter dans le cadre d'une déconstruction, réhabilitation, que ce soit le faux plancher, les cloisons, les luminaires, les gaines. Vous l'avez bien compris, sur quasiment l'intégralité des flux et des gisements identifiés, un acteur ou deux peuvent être en capacité d'intervenir très rapidement et soulager, vous soulager dans le cadre de ces démarches. Sur le bois, on a une myriade de petits acteurs, des petits ateliers, des menuisiers, des artisans, des designers, qui aujourd'hui ne sont pas du tout structurés pour absorber une quantité importante de gisements dans le cadre des constructions et réhabilitation. Et une thématique qui se pose aujourd'hui aussi à nous, comment intégrer le plus facilement possible ces produits issus d'une seconde vie dans les constructions neuves. Donc c'est tout l'intérêt de cette promesse, qu'elle soit à destination des acteurs, qu'ils puissent s'en saisir, se l'approprier et constituer ensemble ce projet qui aujourd'hui n'existe pas juridiquement et administrativement parlant, de la préservation des ressources en bois de seconde vie. Je vais très rapidement, si vous me le permettez, faire un rapide constat de où est-ce qu'on en est aujourd'hui et pourquoi un certain nombre d'acteurs sont engagés et convaincus dans cette démarche. Ça commence avec cet état des lieux assez édifiant, plusieurs milliers de tonnes issues de la déconstruction, des acteurs plutôt industriels
autour de la fabrication du bois d'œuvre, entre autres bois industrie, génère également une quantité significative de ces produits et matériaux qui finissent 40% recyclage, 40% valorisation énergétique et une toute petite partie aujourd'hui à destination du réemploi et de la réutilisation. Et on va y revenir un petit peu plus tard. C'est, à mon sens, aujourd'hui pas satisfaisant. Nos grands-parents, chaque élément, une poutre bois massive, avait une seconde vie. On l'a raboté un petit peu, on l'a déligné et on l'a réintégré dans les projets à proximité. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal, mais on assiste très fréquemment, suite à une crise, une augmentation significative du prix du matériau neuf de construction. La seconde vie est une opportunité environnementale, sociétale et économique hyper intéressante. Rapide état des lieux d'aujourd'hui, qui fait quoi dans cette filière bois de seconde vie, également de proximité un peu bois anti-gaspi, des acteurs, des constructeurs, cureurs, gestionnaires de déchets qui ont accès à ces bois de très qualitatives et en quantité, qui sont soit orientés vers des unités de reconditionnement à destination plutôt du même usage, bois de charpente ou bois façonné, avec le bois qui est un produit absolument formidable qu'on peut transformer, découper, réduire et réintégrer dans des unités de transformation. Il suffit d'avoir un combiné bois, une dégauchisseuse, une raboteuse, et tout de suite permettre d'intégrer ces produits matériaux dans le cadre de produits mobiliers, des menuiseries d'intérieur, également des artistes. Se pose, dans le cadre d'un certain nombre d'échanges qu'on a pu avoir avec des acteurs, la question des grumes. Vous avez une restructuration de parc urbain. Ces éléments souvent qualitatifs ou même juste du bois d'eau, hein, ça peut être du tilleul, ces derniers sont principalement orientés vers du bois énergie. Des acteurs sont à la recherche de ces produits matériaux pour sécuriser leur approvisionnement. Donc, vous voyez, on a, en fonction des gisements et de la typologie des produits matériaux identifiés, une capacité à les réintégrer, les transformer dans d'autres projets. Et c'est tout l'intérêt de sortir un peu de l'enfouissement, de la valorisation énergétique, le recyclage, de s'orienter vers la seconde vie. Et dans la seconde vie, il faut entendre la préinvention, le réemploi, l'éco-conception. Le réemploi étant conservation de l'usage. J'ai une poutre et à terme, elle conserve son usage et elle devient une poutre, ou je détourne son usage, ici de réutilisation, on la découpe, on la déligne et on l'intègre dans le cadre de projets d'agencement intérieur, par exemple. Donc c'est sortir de ce recyclage, de cette valorisation énergétique, de passer par cette première étape de réutilisation qui nous permet d'être assez réactif et très pragmatique. Et à terme, il y a un certain nombre d'initiatives, le projet Restwood, entre autres, et pas seulement, d'acteurs, et ce de manière isolée, qui ont travaillé autour du bois de réemploi, la qualification mécanique d'emploi, de services, pour que ces produits matériaux puissent être réintégrés dans le cadre de projets de reconstruction. On a, à mon sens, tout intérêt à y aller, ce de manière progressive, privilégier d'ores et déjà ces solutions autour de la réutilisation, car des acteurs partout sur le territoire, au centre-Val de Loire et en France, en métropole, des acteurs, des petits acteurs, des plus grandes entités qui sont en capacité d'absorber ces gisements. Donc, faciliter cette circularité de l'information, aujourd'hui, voilà, plutôt autour des grumes, bois de charpente et bois d'œuvre. Le positionnement souhaité dans cet écosystème, c'est de pouvoir apporter de l'information aux maîtrises d'ouvrage, les accompagner, s'appuyer sur des maîtrises d'œuvre et des bureaux d'études locaux qui disposent de cette compétence, de cette appétence pour vous accompagner dans ce type de projet. Et également identifier des entreprises qui sont en capacité d'intervenir à proximité de ces opérations. Mobiliser, donc on a évoqué un peu l'amont, les propriétaires un peu des gisements,
mais également l'aval, les repreneurs, et de mobiliser, de sécuriser les unités de transformation, les distributeurs, les agenceurs, les menuisiers, faciliter la circularité de ces informations. Et je remercie encore Envirobat Santé et l'Adréal, qui ont été des acteurs qu'on a très rapidement et qui ont s'est très rapidement rapprochés, et qui diffusent, et ce webinaire est un exemple typique, l'information auprès des acteurs, pour permettre cette montée en compétences de manière progressive. Donc encore merci, parce que c'est très précieux. Je vais rentrer dans niveau détail un peu plus fin de ce que j'imagine, en tout cas en termes d'offres auprès des acteurs, qui peuvent être déclinés, et vous allez voir, par un certain nombre de parties prenantes. Il y a des opérations qui ont eu lieu, qui sont en cours de discussion, d'autres dont l'avancement est plus que avancé. Très rapidement, des acteurs qui disposent de la matière et qui souhaitent la sécuriser en vue d'une seconde vie. On est complètement en capacité d'intervenir. Plutôt l'Utopass et Utobuild, vous souhaitez intégrer la matière de seconde vie dans vos projets de construction, et on est en capacité de vous accompagner. Je crois beaucoup à cette approche un peu de courtage. Si véritablement il y a de la matière, et cette dernière possède une valeur intrinsèque, de cette rémunération en cas de succès, ce qui est très pragmatique et sécurise un peu toutes les parties prenantes autour de la table. Donc c'est des choses qu'on est en train d'essayer. Vous voyez, rien n'est encore figé. L'idée, c'est d'être, et Benjamin Aratel qui a suivi cette aventure et qui a fortement contribué, un ancien biologiste de métier, avait l'habitude de dire, et a l'habitude de dire, Utobois est un peu un organe dont la fonction va déterminer l'organe. Donc, faisons ensemble, pratiquons à travers un certain nombre d'opérations et de retours d'expérience, et structurons à terme ce projet Utobois, qui pourra vraisemblablement devenir soit une association, soit une SCIC, en fonction des parties prenantes qui vont adhérer et qui vont embrasser ce projet. Donc des offres qu'on a tenté de structurer. Vous êtes une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre. Très vite, la question de la faisabilité, du diagnostic. Aujourd'hui, il existe le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets obligatoire pour des surfaces supérieures à 1000 m². 100% des diagnostics PEMD qui ont convergé vers les acteurs parties prenantes du Utobois ont fait l'objet d'un diagnostic approfondi, exprimer des quantités en tonnage, parfois mètres cubes. C'est trop peu satisfaisant pour permettre ensuite de mobiliser des acteurs en aval pour sécuriser ces pratiques. Donc, des actions d'identification de gisements réutilisables, réemployables, afin de sonder les usages possibles, mieux qualifier, mieux cibler les potentiels repreneurs, et d'accompagner cette phase d'étude, appui à la rédaction des pièces écrites, et enfin garantir en phase chantier que les éléments qui ont été identifiés, qui ont été correctement déposés, puissent rejoindre cette filière de seconde vie. Sur la partie intégration des produits matériaux, ça passe par un accompagnement sur mesure, de la formation, accompagner cette montée en compétences, contribuer au développement de cette filière, et notamment cette approche de courtage. Des acteurs ont des besoins, qui est en capacité de répondre d'une manière pragmatique, avec des approvisionnements sécurisés dans le cadre de projets. Et juste après, je vais revenir sur les opérations en cours et à venir. Ça a commencé avec cette première sollicitation de la part du ministère de la Justice, et plus spécifiquement de la direction interrégionale à la protection de la jeunesse et juridique de la jeunesse, qui, dans le cadre de la restructuration d'un parc urbain
à Orléans disposaient de ces grumes, des bouts de bois. Donc certains étaient en plus creux, donc c'était quand même pas couru d'avance qu'on puisse identifier des acteurs intéressés. Et il en ressort que presque 40% de ces grumes, tilleuls et cerisiers de mémoire, vont rejoindre notamment une ESAD qui souhaite utiliser cette matière dans le cadre de visées pédagogiques. D'autres acteurs, notamment artistes-sculpteurs, sont positionnés pour les récupérer. Donc cette opération d'accompagnement est en cours. Très vite, pleine commune développement, dans le cadre du métabolisme urbain qu'ils portent dans le nord de l'Île-de-France, un diagnostic PEMD a été réalisé. Le bâtiment a été malheureusement squatté, un peu vandalisé. Pleine commune souhaitait une actualisation de ce diagnostic PEMD et lui ayant présenté les compétences qui étaient à notre disposition d'un consultant charpentier, Benjamin Rattel, de pouvoir mieux qualifier ces éléments de charpente que vous avez en photo à droite, afin de démontrer à la maîtrise d'ouvrage qu'il y a un intérêt et un gisement quantitatif et une forte qualité, et surtout des acteurs à proximité qui, eux, sont en capacité d'absorber et d'accueillir ces gisements. Notre mission s'arrêtait dans le cadre de l'identification de ces produits matériaux et des acteurs de la filière. En tout cas, on a donné toutes les cartes à la maîtrise d'ouvrage pour aller au bout de sa démarche. Une autre opération qui a été signée hier, donc l'accompagnement débute aujourd'hui, toujours auprès du ministère de la Justice qui dispose de ce gymnase à Bourges, avec des éléments significatifs, des pannes, des solides, des poutres en quantité, avec toujours cette même approche, une meilleure qualification des produits matériaux, une liste de ces derniers, plus précise, exhaustive, un peu une liste de courses qui vont servir aux équipes techniques du ministère dans le cadre d'autres projets, un abri vélo vraisemblablement et autres, pour approvisionner ces opérateurs. Qualification et identification de sociétés de déconstruction sélective qui vont pouvoir mener à bien cette mission, et également dans le cadre de cette déconstruction sélective, quelques éléments de tomette et éléments de couverture qui vont être intégrés à la mission, et l'objectif de déposer soigneusement ces produits et matériaux. Donc voilà, un accompagnement bureau d'études auprès du ministère. D'autres opérations, cette fois-ci de courtage, un acteur important de la déconstruction, Démosthène, nous a sollicité dans le cadre d'une opération à Angers et au Mans, d'identifier les acteurs qui souhaitent récupérer cette matière, sous quelles conditions, sous quelle forme. Donc les discussions sont en cours. Les déconstructeurs disposent de gisements réguliers et importants dans le cadre des opérations qu'ils mènent. Et à chaque fois, des échanges interminables sur dans le cadre de tout ce qu'on appelle le réemploi en flux tendu, donc récupérer des éléments de charpente pour les déposer soigneusement et les réintégrer dans d'autres opérations. Ce sont des discussions qui tirent en longueur. Démosthène, acteur de la déconstruction, est hyper intéressé par cette promesse d'avoir un pôle d'acteurs qui sont en capacité d'accueillir, et ce plus efficacement, avec une fluidité dans les échanges beaucoup plus intéressante. Donc les échanges sont en cours, et toujours cette approche un peu de courtage, si véritablement le gisement de la valeur, rémunération en cas de succès. Les équipes CETEC nous avaient également sollicité dans le cadre de la dépose d'un préau sur un parc d'attractions
type village gaulois. Finalement, les budgets étaient un peu plus serrés que prévu, donc la déconstruction s'est faite de manière classique, mais on avait identifié quelqu'un qui était en capacité au moins de racheter une petite partie. C'était un rachat presque symbolique, mais aujourd'hui, on avait identifié principalement pour les poteaux et les entrées en tout cas de proposer un rachat de ces éléments. Des grumes, des constructeurs douairières qui nous avaient sollicité le mardi et le vendredi d'après. Ces dernières devaient quitter le site déconstruit. On avait identifié des acteurs qui pouvaient intervenir la semaine d'après. C'était beaucoup trop court. L'une des préconisations que nous portons, c'est effectivement de nous intégrer le plus en amont possible. La FIBOA avait été assez réactive et nous avait permis effectivement d'identifier des acteurs. De manière générale, sur ce type de démarche, plus l'intervention se fait en amont, plus on est en capacité d'identifier les acteurs les plus pertinents et de sécuriser tout ou en partie des gisements. Sur la partie intégration des produits matériaux, le bureau d'études AIA souhaite sur l'un de ses sites d'Angers de sécuriser son approvisionnement sur une douzaine de fermes en bois massif. Donc, toujours en cours de discussion. Ils sont aujourd'hui accompagnés par un bureau d'études en réemploi. Plusieurs pistes s'offrent à eux. Les discussions avancent. Mais en tout cas, on a depuis août dernier un certain nombre d'échanges autour du réemploi de bois de charpente auprès de cet acteur et toujours ce souhait de sécuriser leur approvisionnement en ferme de seconde vie. Des discussions auprès de également Vinci Construction qui souhaitait sécuriser le bardage à recouvrement. Donc c'est le bardage un peu agricole, vous voyez, en quantité hyper importante, à peu près 5000 m². Après avoir sondé un certain nombre d'acteurs de seconde vie sur des lames qui font plus de 5 mètres, il aurait fallu sécuriser quasiment toute l'Île-de-France en poutres et poteaux de seconde vie pour pouvoir fournir ces 5000 m² de bardage de seconde vie. Donc très vite, un acteur plutôt anti-gaspi en périphérie de Nantes est en capacité, lui, de proposer un bardage dit anti-gaspi, donc plutôt du lamellé collé, découpé et réintégré dans le projet. Donc, le dossier a été transmis à cet acteur qui propose du bardage bois, non pas en réemploi, mais plutôt anti-gaspillage. Donc voilà, encore une fois, toujours dans cette optique de faire circuler l'information auprès des acteurs qui sont, eux, en capacité de répondre à la demande sur ces demandes très spécifiques. Dans le cadre d'un certain nombre d'échanges, on a très vite identifié que, en fonction des produits réemployables, réutilisables, anti-gaspi étant des produits matériaux déclassés, sur plus de stock, donc qui n'ont pas encore eu de seconde vie avérée, produits matériaux recyclés, d'accord, qui ont subi une transformation importante et qui ont été réintégrés, je pense notamment aux panneaux de particules. On a réussi, là, vous voyez, à avoir un peu cette carte mentale sur des éléments de charpente, vous pouvez complètement identifier des produits matériaux de seconde vie. Sur tasseau, litho, on sera plutôt sur des produits réutilisés, donc un certain nombre de découpes qui vont permettre de créer des tasseaux et des lithos dans les dimensions les plus adaptées. Sur le parquet, on a un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés sur du parquet de seconde vie ou d'autres qui vont récupérer des gisements et encore une fois les transformer, donc plutôt du
parquet réutilisé. Sur le bardage, laissez tomber, le bardage de réemploi n'existe pas. En revanche, vous avez soit du bardage réutilisé, issu de gisements de bois massif, ou soit du bardage anti-gaspi. Plan de travail, plan chevron, vous avez un peu cette offre de la part d'un certain nombre d'acteurs autour du produit de réemploi réutilisation et anti-gaspi. Également sur les terrasses, lambris OSB. Là, vous voyez, certainement cette synthèse mérite d'être étoffée, mais en un an d'échange auprès des acteurs portant ces offres et en capacité de proposer ces produits matériaux de seconde vie. Voici globalement ce qu'on a réussi à identifier, et je pense que c'est quelque chose d'assez précieux auprès des maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre de savoir que leur souhait, et je pense notamment au bardage de réemploi, ça a été une demande émise par la maîtrise d'ouvrage, portée par le bureau d'études et équipe d'architectes, sur un bardage de réemploi, très vite de leur dire, écoutez, vous allez vous épuiser. En revanche, il existe un certain nombre de solutions concomitantes à ce que vous cherchez. Voilà. Nos perspectives, je vois l'heure qui tourne, de structurer en tout cas un pôle d'acteurs à l'échelle du Centre Val-de-Loire, puis l'étendre à l'échelle nationale, qui souhaitent intégrer de la matière bois de seconde vie ou qui disposent de gisements importants dans le cadre de déconstruction et réhabilitation, et avec plaisir pour participer à ces échanges. Généraliser le réemploi d'éléments structurels. Des acteurs ont travaillé sur ces thématiques, on les connaît, et à mon sens, ça mérite en tout cas de capitaliser, de généraliser cette pratique, diffuser ces pratiques pour favoriser cette démarche de réemploi d'éléments structurels qui est aujourd'hui, à mon sens, la plus pertinente. Étudier la pertinence d'une création d'espaces de massification se pose toujours cette question de réemploi de flux tendus, des acteurs ont peu ou pas la place de stocker, les gisements sont disponibles dans des délais très courts, il faut très rapidement intervenir. Se pose la question de massifier ces produits matériaux dans une plateforme pour plus facilement ensuite les redistribuer derrière. Donc voici globalement nos perspectives. Même slide, mais décomposé, et voilà. N'hésitez pas, si demain vous avez des sujets autour de la préservation de bois de seconde vie, on se fera un plaisir de vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Du coup, bravo pour la gestion du timing. C'est parfait. Donc oui, juste, voilà, vous retrouverez aussi à la fin du diaporama une petite ressource qui peut vous intéresser sur le réemploi des bois en structure. C'est un guide qui est sorti très très récemment, donc pareil, je vais vous remettre le lien là dans la conversation. Voilà, il y a déjà quelques questions dans le chat, puis je pense qu'il y en a qui vont arriver au fur et à mesure. Ouais, je te laisse la main, Henri-Georges, vas-y. Moi, je vais mettre le Je lien. vais prendre le relais sur cette partie. Première question, Guillaume. Les 2 tonnes de CO2 évitées sur la sollicitation à Épinay-sur-Seine sont liées à quoi? Une estimation. Une estimation, encore une fois, l'idée c'était pas de proposer une ACV, mais plutôt de se dire sur une tonne de parce qu'on en avait, on avait effectivement une tonne, de faire grosso modo un ratio, de se dire pour une tonne préservée, c'est l'équivalent de 2 tonnes de CO2 équivalent. On est sur des ordres de grandeur plus que challengeables. Voilà. On sait que le carbone est un indicateur hyper important auprès des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre. On a, avec un calcul en 3, une règle de 3, essayer d'estimer la quantité de CO2 qui pouvait être évitée.
Question, avez-vous des exemples ou des projets pour la réutilisation des boîtes fenêtres et des poses démantelées? Extrêmement délicat. On a plutôt des acteurs sans détour qui aujourd'hui se positionnent sur, et encore c'est pas eux qui les désassemblent. Ça va être plutôt des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et une fois qu'ils récupèrent globalement les montants, les sections les plus intéressantes, de les retravailler. Et là, on va être plutôt sur des produits type claire-voie ou paramétriques, ou vraiment des choses assez élégantes, et ils font un travail formidable à ce sujet. Il y en a vraisemblablement d'autres. Aujourd'hui, ce sont eux qui se sont positionnés dans les Deux-Sèvres et à Lyon. Donc, capacité de rayonner, c'est une partie importante de France. Question, à partir de quel volume est-il pertinent de vous solliciter pour déconstruction ou pour appro? Pas de seuil, ni de limite. J'ai envie de dire, si demain, vous souhaitez, même dans le cadre de agencement intérieur, de commencer petit, familiariser avec la démarche, d'en savoir un petit peu plus. Il y a tout ce travail de pédagogie qu'on porte au quotidien. L'économie circulaire, c'est une évidence oubliée, et il est temps de la remettre un peu au goût du jour, à la différence que centaines d'années, et ce avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était assez simple, l'économie circulaire. On avait quelques typologies de produits matériaux. Aujourd'hui, les produits sont un peu plus complexes, et l'organisation également. Donc c'est pour ça qu'on souhaite y aller un petit peu piano, par étapes, itérer, et une fois que une première opération est initiée, les acteurs, et c'est tout l'intérêt de ce projet, c'est de faire ensemble, tester un certain nombre de choses, et à terme, structurer ce qu'on a proposé aujourd'hui dans le cadre de cet accompagnement auprès du ministère et de Pleine Commune. Ce sont, je l'espère, des compétences qui vont à terme être plus qu'intégrées au sein du diagnostiqueur auprès de la maîtrise d'œuvre, entre autres. Et Utobois va prendre une dimension, une forme complètement différente. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de taille. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'initier la démarche, et gentiment, on va se structurer, étoffer, partager les connaissances et les pratiques dans l'intérêt de tous. Avez-vous une solution pour la présence de clous et de vis dans les poutres? Et est-ce que c'est un obstacle au réemploi? Aujourd'hui, ouais, beaucoup. Aujourd'hui, ça va être effectivement assez manuel, assez fastidieux, détecteur de métaux, entre autres. Et si demain vous devez découper, au moins fendre dans un premier temps ces produits, pour vous assurer que vous n'avez pas de corps étrangers qui risquent de dégrader votre matériel. Donc ça, c'est un prérequis indispensable. Et c'est un des freins, effectivement. Et c'est pour ça que sur nos premières préconisations, si vous avez une belle, un beau corps de ferme, c'est de se concentrer sur les éléments les plus intéressants, entrée, arbre à l'étrier, quelques poinçons, et tout ce qui va être chevron à voir, ça commence à être un peu délicat. Et pour les lithos, enfin, laissez tomber, enfin, vous allez passer un temps fou. Donc, c'est pas de vous mettre en risque. Commencez par des choses qui sont facilement déposables, en quantité et en qualité, et on verra pour la suite. Vous êtes déjà en mesure de travailler avec les TPE, les artisans sont-ils sensibilisés sur le réemploi et la réutilisation de matériaux? Et qui porte la responsabilité d'assurance décennale? C'est généralement la principale crainte des artisans sur le réemploi. Ouais, non, non, complètement. Alors, aujourd'hui, c'est notre souhait d'intégrer toutes les parties prenantes autour des projets. Un gros projet sera porté par des acteurs un peu plus gros. Des plus petits également sera porté par des acteurs très locaux, et c'est comme ça qu'on l'imagine, toujours solliciter l'acteur le plus proche, le plus pertinent, le plus engagé. Donc complètement, si demain vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Concernant
le sujet assurantiel, c'est un prérequis effectivement aujourd'hui auprès de la maîtrise d'ouvrage, et les assureurs invitent les maîtrises d'ouvrage à se protéger, à se couvrir à ce sujet, et également les entreprises. Donc ça se traduit de la façon suivante: une assurance nominative dans le cadre des opérations que vous allez porter, et ça permet à ce que aujourd'hui tout puisse être, vous puissiez aborder votre projet, et ce de manière plus sereinement possible. Les assurances nominatives, généralement votre assureur, vous le connaissez bien, ça fait plusieurs années avec qui vous avez l'habitude de travailler. C'est quelque chose qui peut être très rapidement obtenu, sans générer non plus trop de surcoûts, et à terme, et c'est tout le sujet, c'est qu'on souhaite porter aussi un certain nombre de discussions auprès des instances type AQC et autres notamment, et ça vous avez le pendant dans la filière métal. Les charpentes métalliques aujourd'hui font partie de ce qu'on appelle la C2P, la commission prévention des produits, et notamment cette liste verte. Et si les produits matériaux sont intégrés à cette liste verte, vous n'avez plus de sujet assurantiel. Le produit est considéré comme un peu technique courante, ce qu'a réussi à faire la construction métallique. Et à terme, j'espère qu'on arrivera sur certains produits matériaux en bois d'avoir un peu cette approche similaire. Éléments, charpente, bois massif, chêne, ok, liste verte, donc le sujet assurantiel est traité. Enfin, vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'étapes. C'est une histoire qui va s'écrire sur plusieurs années, et on en est au tout début. Quel est le surcoût, puisque cela a été un obstacle sur un chantier? Le surcoût, ouais, tout mal. Toujours. Alors, les cartes risquent d'être un peu rebalayées aujourd'hui avec dans le cadre du moratoire REP-MCB, vous aviez la gestion des déchets bois qui étaient reprise sans frais. Cette filière va être considérée comme étant une filière dite mature, donc vous allez avoir des frais inhérents à la gestion des ressources, et c'est tout l'intérêt de notre approche, c'est de très vite identifier des produits matériaux qui ont de la valeur, et s'ils ont de la valeur, bah, qui dit rachat, dit compenser les coûts en dépose sélective, pour avoir une opération la plus neutre économiquement possible. On n'y arrivera pas tout le temps. Il faut néanmoins prendre des risques, s'intéresser qu'aux produits matériaux qui ont de la valeur, commencer petit et gentiment étendre à d'autres produits matériaux. Mais aujourd'hui, effectivement, l'équilibre est encore précaire. On a en revanche un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui garantissent un prix de rachat en fonction de la qualité de la dépose, du conditionnement, la qualité des produits matériaux. Donc il y a quand même un certain nombre de critères à respecter dans le cadre de ce cahier des charges. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 7 ans. Donc, vous voyez, on a déjà fait un premier pas, et d'autres sont à venir. Un remerciement pour la présentation, ce qui est plutôt une bonne chose. Pour les poutres, c'est du treillis complet ou des poutres possibles à assembler? Est-ce que l'étude structurelle est déjà faite ou c'est à faire selon le projet? Treillis, pourquoi pas? J'ai pas saisi la question. Poutres, voilà. Pour les poutres, est-ce que c'est Ouais. des treillis complets ou des poutres possibles à assembler qui peuvent être réutilisées? Et est-ce que l'étude structurelle est déjà faite ou c'est à faire selon le projet? À faire selon le projet. Il y a en fait, vous avez un certain nombre de littérature qui existe autour de la qualification des éléments bois structurels, et c'est tout l'intérêt. En fait, notre souhait, c'est dans le cadre de la réalisation du diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, de proposer ce diagnostic approfondi et d'inclure, à terme, la qualification de ces éléments, classe d'emploi mécanique service, notamment sur la classe mécanique. Ce
on a répondu à un appel à projet auprès de la région pour financer le xylotest, qui est une sonde non destructive que vous posez à des extrémités de vos éléments de charpente, et grâce aux ultrasons, vous êtes en capacité de déterminer la classe de résistance, parce que c'est pas pour ça que vous connaissez l'essence, l'essence de votre poutre, que vous êtes en capacité de déterminer précisément la classe de résistance de ce dernier. Grâce à ce type d'outil, on vient poser ces sondes sans essai, sans destruction de ces derniers, et on est en capacité d'avoir une information beaucoup plus précise. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on l'imagine, de pouvoir réaliser ce diagnostic qui est aujourd'hui obligatoire et pas assez qualitatif à mon sens. Donc profiter de cette opportunité pour avoir une qualification beaucoup plus fine dans le cadre de ce que propose aujourd'hui le projet Spirou. Propose une méthodologie pour déterminer précisément les critères à vérifier, à checker dans le cadre d'une future intégration de ces produits matériaux. L'IBC également a sorti un document tout dernièrement. Donc aujourd'hui, la littérature elle existe, c'est plutôt la façon dont ça doit être intégré à ce qui existe déjà. Je ne sais pas si j'ai répondu. La valorisation financière des matériaux de réemploi. Alors aujourd'hui, c'est toute la promesse du réemploi, c'est de permettre aux acteurs d'accéder à de la matière de seconde vie, donc point de vue environnementalement hyper intéressante, socialement, création d'emplois, et économiquement plus intéressant. C'est toute la promesse. Si on propose des produits matériaux de seconde vie plus chers que du neuf, ça passe pas. Mon intérêt, c'est pas de prôner en tout cas un gain substantiel auprès des acteurs. C'est pas du tout le message que je porte. Il y a quand même d'autres enjeux. C'est plutôt mon objectif, c'est plutôt de proposer des opérations dans lesquelles on va être à l'équilibre financièrement, d'accord, et éviter prise de risque technique, opérationnelle, assurantielle, et de maîtriser tous ces paramètres, et notamment économiques. Donc d'éviter d'avoir des acteurs qui vont retirer les clous sur tous les chevrons qu'on va identifier. Qu'un intérêt, on sait que l'enveloppe va exploser, et derrière, la personne qui va racheter cette matière va la racheter à plein pot, donc ça passe pas. Ça passe pas, donc c'est tout l'enjeu de proposer quelque chose plutôt à ISOCOU, mais dans lequel cette démarche s'inscrit dans une toute autre histoire, et c'est toute la promesse du Taubois. C'est un peu une utopie. Donc Thomas More, écrivain anglais, XVIIe siècle. Est-ce qu'on peut vous solliciter pour un petit chantier, juste un peu de charpente ou de structure, type un bâtiment 30 mètres carrés ou un cabanon de jardin, par exemple? Est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire? Parce que Complètement. En fait, toutes les initiatives sont les bienvenues. On nous a sollicité, je les ai pas toutes notées, mais ça peut être pour un carport, ça peut être pour vraiment tout type de gisement, avec toujours ce souhait d'intégrer dans la boucle des acteurs qui vont pouvoir le mettre en place, et garantir que derrière, ces produits matériaux vont pas finir à la benne. Donc complètement, n'hésitez pas. est-ce que tu as la possibilité de donner des précisions sur le projet situé à Bourges, l'adresse, le maître d'œuvre, le coût, la commande? Alors on est encore au début. Là, vous avez un gymnase qui est pas immense, hein. C'est à peu près 80 mètres carrés. Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu du ministère de déconstruire cet ouvrage qui n'a plus d'utilité, tout en s'inscrivant dans la loi AGEC, hein, anti-gaspillage et économie circulaire. La maîtrise d'ouvrage porte cette mission et ces objectifs de réemploi réutilisation, proposer ce qu'il y a de meilleur tout en restant cohérent et économiquement et techniquement. Donc
Notre mission d'accompagnement démarre, mieux qualifier les produits matériaux, identifier et structurer ce dialogue avec des constructeurs sélectifs, en sélectionner un, et après ce dernier, en fonction, là on va être sur des montants inférieurs, je l'espère, je n'ai pas encore vu leur devis, inférieurs à 100 000 €, donc on va être plutôt, vous voyez, sur du gré à gré, et la maîtrise d'ouvrage aura toutes les cartes en main pour sélectionner l'acteur le plus pertinent pour cette opération. Voilà, en fonction de la façon dont les éléments vont déposer, comment ils vont être conditionnés. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse nous structurer ce dialogue parce que comme chaque maîtrise d'ouvrage est au four et au moulin, et donc voilà, l'idée c'est de soulager le ministère dans le cadre de cette opération qui devrait survenir le plus tôt possible dans l'esprit de notre interlocuteur. Donc, Juste un tout petit complément sur cette opération. Effectivement, nous, on est en lien aussi, voilà, avec le ministère de la Justice, pour voir si cette opération, elle pourrait faire l'objet à la fois, d'une documentation du retour d'expérience. Voilà, à côté de Réal, on a missionné le CEREMA pour, documenter certains retours d'expérience en région, donc celui-ci nous semblait intéressant. On essaye d'avoir, différentes natures de bâtiments, différentes tailles de bâtiments et différents types de matériaux réemployés. Donc voilà, il y a peut-être cette documentation de retour d'expérience qui se fera, et à voir aussi, ça sera à discuter, voilà, avec, monsieur Traard du ministère de la Justice, et puis, voilà, Guillaume Poinet ici aussi présent, sur des possibilités peut-être d'organiser une visite, en cours d'opération. Ça serait, je pense, intéressant. Voilà, donc peut-être que vous entendrez reparler de ce projet dans les prochains mois. Dernière question, Guillaume. Petit point sur la notion d'assurance nominative. Qui oui, porte le risque, le donneur d'ordre ou l'artisan? tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, dans le cadre d'un projet, là je l'ai sur une opération à Orléans, la maîtrise d'ouvrage privée s'est rapprochée de une maîtrise d'ouvrage très engagée, qui croit beaucoup à la généralisation des pratiques, s'est rapprochée de son assureur en disant bah voilà, nous on a un intérêt évident à intégrer des produits matériaux de seconde vie. Donc c'est faire court, c'est une maison bourgeoise qui va être réhabilitée, au fond du terrain, une construction neuve. Donc se pose la question du réemploi in situ, réemploi ex situ. Donc in situ, les produits matériaux restent sur place. Ex situ, certains éléments, notamment des sanitaires, qui vont partir du site. Et également du réemploi d'approvisionnement. Donc très vite, la maîtrise d'ouvrage s'est dit, OK, il faut que je sécurise mon projet, je me rapproche près de mon assureur. Assistance maîtrise d'ouvrage également pour chapeauter les discussions. Et c'est une condition sine qua non de la part de l'assurance de dire OK, pas de souci, on vous assure votre projet, notamment sur la décennale. En contrepartie, vous nous garantissez que une entreprise, si vous posez des sanitaires de seconde vie, le plombier soit habilité et soit assuré pour le faire. Et également, là, on échange on a identifié des ardoises, donc 400 mètres carrés quand même, issues d'une opération de déconstruction. Et le couvreur va se rapprocher de son assurance, obtenir cette assurance nominative pour pouvoir poser et travailler dans des conditions sereines. Donc on évite, dans le cadre de ce projet, c'est hyper intéressant, on est un peu surclassé, on devait avoir des éléments, on doit avoir une toiture un peu synthétique, et là on a des ardoises type d'Espagne, en 21-22 sur 31, donc idéal pour cette opération. Donc là, on devait, par faute de budget, avoir une couverture synthétique. On est en train d'orienter l'organisation de cette opération pour obtenir plutôt une toiture en ardoise type d'Espagne. Donc, quand même beaucoup plus satisfaisant et cohérent avec l'environnement et l'aspect architectural de l'ouvrage. Donc finalement, tout le monde va être gagnant et on respectera l'enveloppe financière qui a été initialement allouée. Donc
Donc, belle promesse, mais toujours ce souhait, en tout cas, de la part des assureurs, de sécuriser les opérations et toutes les parties prenantes doivent y contribuer. Est-ce que tu as le temps pour une dernière question? Complètement. Bah, écoute, parfait. Je vais essayer de les regrouper. Il y en a deux. Et vous êtes apparemment situé en Eure-et-Loir. Est-ce que vous êtes déjà intervenu dans le département? Et quelles sont les compétences qui sont recherchées dans le cadre du développement du réemploi et utilisation du bois? Donc aujourd'hui, oui, je suis basé à pas très loin de Chartres, rayonnement à proximité, et très vite, je pense notamment sur l'opération de Bourges. C'est quand même une opération assez loin de Chartres, donc mobiliser des acteurs et je pense notamment à l'agence Bientôt qui en tout cas s'était proposé de gérer le suivi opérationnel auprès de sur ce dossier, un acteur à Vierzon très sensible sur ces thématiques, donc mobiliser la bonne compétence au bon endroit et également sur le projet porté dans le cadre de Pleine Commune, porté par le bureau d'études Agir, solliciter consultant charpentier, Benjamin, et également on était en sous-effectif, donc on a sollicité un partenaire qui a pu se rendre sur place. Donc, dans le cadre de chacune des opérations, on essaie de proposer ce qu'il y a de meilleur et de plus proche pour ces sujets. Et en termes, la deuxième question, c'était les compétences. Oui. Aujourd'hui, enfin moi ce qui m'a frappé, c'est que on demande à des diagnostiqueurs PEMD, donc une partie, ça c'est toujours un peu, en tout cas ça porte à question vous avez une population de diagnostiqueurs amiants de plomb qui sont experts dans ce qu'ils font, mais avec une approche très binaire. Oui, non, j'ai des éléments pollués qui aujourd'hui font du diagnostic PEMD, donc qui se sont améliorés, attention, qui se sont améliorés, mais en tout cas sur la qualification des éléments de charpente, on reste sur la grande maille, et je trouve qu'il n'y a rien de plus pertinent qu'un ancien charpentier de métier pour venir qualifier ces produits et matériaux. Donc, point de vue compétences, sur le bois, si demain vous devez sélectionner des acteurs, vous assurez qu'ils ont une appétence forte, des références en la matière, leur demander communication d'un certain nombre de livrables, dans lesquels vous allez pouvoir vous assurer que la liste qui est proposée est exhaustive. Ils vont permettre ensuite de faire votre marché. Donc, je trouvais que cette combinaison ancien charpentier et diagnostic, aujourd'hui, elle fait sens. Et je pense également sur la partie accompagnement, études, des acteurs qui ont soit déjà fait ou qui disposent de ces compétences un peu d'acte, de bâtir, en tout cas en construction bois. Ça me paraît essentiel. Comment différencier les bois traités des bois non traités? Là, c'est une colle. Je n'ai pas encore eu de sujet. Donc, je vais bien laisser la main à Benjamin, C'est ça qui a mené la plupart de ces diagnostics, en tout cas. Benjamin? Peut-être que côté Envirobat, il faut que vous lui ouvriez la possibilité Ouais. d'ouvrir son micro. Je pense qu'il l'a Le pas micro. aujourd'hui. Ça y est. Non, oui. Si, je Bonjour tout le monde. Je dois pouvoir le faire. C'est bon, normalement. Vous m'entendez, non? Oui, parfait. Parfaitement. Bon. Bonjour tout le monde. Merci de m'accorder la parole sur les compétences déjà. Alors, effectivement, il y a des connaissances en charpente qui sont essentielles en termes de vocabulaire. C'est ce que recherchent principalement les commanditaires de la
la qualification un peu plus précise de la charpente, connaître les essences et les termes et les éléments typiques de ce qu'on a en face de soi, c'est effectivement un minimum. Mais la curiosité, c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a des charpentiers que ça n'intéresse pas du tout leur réemploi, qui vont pas se poser la question de mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même. C'est pas parce qu'on est charpentier qu'on a des connaissances en charpente qu'on sait tout ce qu'on peut faire avec le réemploi, la réutilisation des bouts de bois. Donc, faut avoir quand même des qualités, j'allais dire, humaines, sociales et intellectuelles qui permettent d'aller voir les artisans, discuter avec eux, échanger les idées, partager, parce que c'est quand même une affaire d'hommes, beaucoup, le réemploi, la réutilisation, l'économie circulaire. On rencontre pas mal de gens qui sont habités par une certaine énergie, et c'est toujours intéressant d'échanger avec eux. Donc si en face, on a une étude un peu fermée, ça peut être un peu compliqué. Les bois traités, souvent, ça va être d'abord une approche visuelle. Les bois jaunes, on va parler pour le traitement classe 2, et les bois un peu verts, autoclaves ou marron. Voilà, la première approche, ça va être ça. Après, s'il faut aller dans des investigations plus poussées, c'est compliqué. Il y a des traitements, etc. Il faut faire des prélèvements et faire des tests. Et là, on part dans des coûts qui ne sont pas toujours justifiés par rapport à ça. Donc là, sur un élément de charpente classique, on peut déterminer assez facilement si ça a été traité classe 2 ou classe 4, quoi, par aspect visuel. Merci beaucoup, Benjamin. Aurore, est-ce que tu veux dire un dernier mot ou je conclue? Et ben écoute, peut-être juste quelques mots, voilà, puis je te laisserai vraiment fermer le webinaire. Merci encore du coup à Guillaume pour toute cette présentation. Comme vous avez pu le voir, en fait, c'est une filière qui est en cours de structuration, de construction. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions pour mieux connaître et caractériser le gisement que vous pouvez avoir sur un projet. C'est ce qui a été présenté. Donc à la fois, si vous êtes fournisseur, entre guillemets, que vous avez de la matière, il y a des possibilités pour mieux la connaître et pouvoir choisir le devenir de cette matière en connaissance de cause, pouvoir trouver les meilleurs acteurs qui seront intéressés. Et aussi, à l'inverse, si sur un chantier demain, vous êtes plutôt en recherche d'un gisement, vous voyez qu'il y a aussi des solutions qui sont possibles aujourd'hui et qui sont différentes, comme l'a présenté Guillaume là sur sa petite diapo de synthèse, en fonction de la nature de ce que vous voulez réemployer. Voilà, on a vu que les questions assurantielles, c'était encore un sujet un peu prégnant et qu'on était en attente de règles professionnelles, mais voilà, ça prend du temps, effectivement. Donc le prochain webinaire, on aura moins ces questions assurantielles parce que sur l'aménagement intérieur et le mobilier, c'est quelque chose qui est un peu moins, voilà, qui est un peu moins prégnant, donc ça sera peut-être un peu plus simple. Et puis redire qu'effectivement, il y a des premières opérations qui se déroulent en Centre-Val de Loire et on espère pouvoir vous partager des retours d'expérience, alors soit sous format de visite, de webinaire ou de fiche Rex, mais que c'est des éléments qu'on a bien en tête pour continuer à avancer sur le sujet. Je te laisse le mot de la fin, Henri-Georges. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Guillaume Poinet et Aurore Simonneau sur cette partie présentation. Merci à tous les participantes et participants. Merci à l'Adréal et à Utobat et bonne journée à tous.